Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 4e conférence qui va clôturer le cycle de conférences sur le mythe de la forêt vierge. Demain soir, nous terminerons cette semaine par une table ronde qui va questionner l'exclusion et la place de l'humain dans la nature. Pour rappel, cette semaine a été proposée par l'association Brin de Forêt qui est tenue par les étudiants du master Biojet. Pour des raisons pratiques, la conférence de ce soir a été préenregistrée, mais ça ne change pas. D'habitude, vous pouvez toujours poster toutes vos questions dans le chat, que ce soit sur Zoom ou sur YouTube. Notre équipe technique va les collecter et nous pourrons les poser à notre intervenant de ce soir après la présentation. Pour des raisons de confort, on va demander à tout le monde de maintenir son micro et sa caméra éteinte. Précédemment, dans les 3 dernières conférences que nous avons pu entendre, nous avons pu questionner et comprendre que notre imaginaire était, autour des écosystèmes tropicaux était influencé par la présence continue des humains et leur manière de façonner la structure et la diversité de ces écosystèmes, encore aujourd'hui. Et que ce soit dans des savanes ou au sein de forêts tropicales humides, les interactions entre les sociétés et leur environnement diffèrent à travers le monde. Et ce constat, en fait, complexifie la mise en place de politiques de gouvernance écologique. Ce soir, nous allons questionner la place de l'humain dans la conservation conservation des forêts tropicales, à travers un exemple concret d'un projet de conservation communautaire sur la protection des bonobos en République démocratique du Congo, présenté par Victor Nara, qui est chercheur au Muséum national d'histoire naturelle et au sein de l'UMR Éco-anthropologie. Bonjour Victor, je te laisse dire quelques mots si tu le souhaites. Bonjour Julia, bonjour à toutes et à tous. Je me présente déjà dans la vidéo, donc je l'ai enregistrée parce que je suis chez moi avec des jeunes enfants et que ce n'aurait pas été pratique de faire une conférence en live, mais je serai connecté tout au long de la vidéo et vos questions et je serai ravi de discuter avec vous sur ce thème de la place des populations humaines dans la conservation des forêts tropicales et dans mon cas, dans le contexte de l'Afrique centrale. Et encore merci à l'association de Brin de Forêt pour cette invitation. Merci beaucoup. On va pouvoir commencer. Je vous incite à réagir et à poser vos questions comme vous le souhaitez dans le chat et on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Victor Nara, je suis vétérinaire et chargé de recherche au CNRS dans le laboratoire éco-anthropologie basé au Musée de l'Homme, donc au sein du Muséum national d'histoire naturelle. Je remercie tout d'abord Julia Egedus et l'association Brin de Forêt pour m'avoir invité à faire une présentation au sein de ce colloque extrêmement intéressant. Quelques mots d'abord pour ce thème que je trouve vraiment très utile et très important. Forêt vierge, mythe ou réalité? Donc, de mon point de vue, c'est évidemment un mythe, la forêt vierge, mais ça pourrait devenir une réalité en lien avec les actions de conservation qui visent justement à promouvoir, dans certains cas, une idée de forêt vierge. Mon intervention a pour titre « Quelle place pour les populations locales dans la protection des forêts en Afrique centrale ?» Julia m'avait demandé au départ de faire une sorte de présentation générale sur les conséquences des aires protégées pour les populations humaines. Mais ce que je vais vous présenter, c'est en fait un aperçu historique de la conservation de la nature, dont je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà des éléments, mais pour être sûr qu'on parte bien sur les mêmes bases. Ensuite, un modèle d'étude, les grands singes, qui sont pour moi des espèces vraiment charismatiques et particulières pour étudier cette question de la conservation des forêts tropicales. Et enfin, un cas d'étude, l'ONG Mboumontour en République démocratique du Congo, un cas d'étude de conservation communautaire. Donc, au lieu d'avoir un propos généraliste sur les conséquences des aires protégées sur les populations humaines, je vais plutôt essayer à travers cette présentation de vous montrer comment, en s'intéressant aux dynamiques fines et à un cas d'étude particulier illustrant un autre mode de conservation, cela nous permet de nous poser des questions sur les alternatives à la conservation de manière très concrète. Donc, l'ensemble de mon propos s'inscrit évidemment dans ce qu'on appelle la 6e crise d'extinction, la crise de la biodiversité, pour laquelle les forêts tropicales sont particulièrement touchées, considérées comme des hotspots de biodiversité. Les grands singes sont des espèces, comme je l'ai dit, emblématiques de la conservation, d'où l'intérêt de les étudier comme
espèces qui peuvent cristalliser certains enjeux. L'Afrique centrale est une région, un hotspot de biodiversité. C'est la deuxième forêt tropicale au monde. Et donc, partant d'un constat général d'échec de la conservation en Afrique centrale, on peut se poser la question de comment repenser les stratégies de conservation. Il faut toujours avoir en tête, à mon sens, secteur de la conservation, donc dans mon cas des grands singes, et quelle est la place ou quelles sont les places pour les populations locales, à la fois dans la décision et dans la gouvernance des zones protégées. Donc, essayez de garder ça en tête. Tout d'abord, concernant l'aperçu historique. Donc, la conservation débute à la fin du 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle. Très concrètement, en 1872, on a la création du premier parc national, Yellowstone, aux États-Unis. À la même période, à la même époque, on a John Muir aux États-Unis qui met en avant l'importance de protéger des espaces naturels pour eux-mêmes sans activité humaine. Et son camarade Pinchot, lui, ira dans une autre direction qui est plutôt de faire de la conservation des ressources, c'est-à-dire protéger des espaces pour une gestion durable des ressources naturelles. Mais pour Muir, c'est vraiment cette notion de sauvage, de wilderness qui est essentielle. L'humain ne doit pas être dans la nature sauvage. Donc ici, on est déjà il y a plus de 150 ans, et pourtant, c'est toujours imprégné de ces concepts-là qu'est pensée la conservation aujourd'hui à l'échelle internationale. Ce rapport à la nature et le rapport à la nature en général est au centre de la genèse des politiques de conservation. Mais ce rapport à la nature particulier, du sauvage, du wilderness, n'est absolument pas universel et est bien une construction culturelle. Au cours de la première moitié du XXe siècle, on est dans un contexte colonial. En 1925, on a le premier équivalent du parc national, le parc Albert, aujourd'hui parc national des Virunga, qui est créé en Afrique, donc à l'époque le Congo belge, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et donc dès 1925, les populations humaines sont expulsées de cette zone protégée, avec des conflits qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, donc un siècle quasiment, entre populations humaines riveraines du parc et gestionnaires du parc. En parallèle, on a le développement de réserves de chasse, mais ce ne sont pas des réserves pour la chasse de subsistance pour les humains vivant localement, mais bien des réserves de chasse pour la chasse aux trophées pour les colons. Donc, on exclut des humains dont on empêche d'accéder aux ressources pour leur subsistance, pour favoriser l'accès à ces ressources pour le divertissement des représentants de l'administration coloniale. En 1928 est créé l'Office international de documentation et de corrélation pour la protection de la nature. Donc, cet office deviendra 20 ans après l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et au départ, il est pensé un peu comme un réseau entre administrateurs coloniaux pour avoir une meilleure emprise sur les espaces à protéger. Donc, il ne faut pas oublier que la conservation est aussi un outil de gestion des espaces et des humains pour répondre à certains objectifs. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, on est cette fois dans un contexte post-colonial. Au tout début des années 60, donc on est en pleine période d'indépendance de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, il y a la création du WWF, très grosse ONG internationale de conservation de la nature, encore aujourd'hui. Avec une volonté ici vraiment de conservation intégrale, etc. Dans les années 70, sous l'initiative de l'UNESCO, est créé le programme Man and Biosphere qui cherche à plutôt intégrer les populations humaines dans les projets de conservation avec cette question de zone cœur, de zone tampon, et donc d'accepter des zones avec activité humaine. Il y a aujourd'hui à peu près un peu plus de 700 projets UNESCO labellisés Man and Biosphere dans le monde. En 92 est signée à Rio la Convention sur la diversité biologique qui met bien en avant l'importance des populations humaines dans les stratégies de conservation de la biodiversité et de gestion des ressources. Et en 94, l'UICN revoit ses catégories d'aires protégées et c'est une sorte de référence internationale pour savoir de quel type d'aires protégées il s'agit. Ce sont des catégories qui sont surtout en fonction de quelles sont les contraintes d'accès, etc. Donc, d'une conservation stricte au cours de cette deuxième moitié du XXe siècle, on passe à une volonté d'intégration, conservation et développement, et à une mise en avant de l'importance de prendre en compte les populations humaines dans ces projets de conservation, en tout cas dans les textes internationaux. 21e siècle, donc depuis une vingtaine d'années, on a plutôt une augmentation des contestations. En fait, il y a toujours eu des contestations par rapport au thème du colloque et les aires protégées
en tout cas en Afrique centrale, se sont à peu près tout le temps accompagnés de conflits, d'exclusion des ressources et voilà. Donc il y a toujours eu des contestations, mais depuis une vingtaine d'années, ces contestations augmentent ou plutôt s'organisent. Il y a des ONG de défense des droits, de plaidoyer, qui font remonter les conflits sur le terrain et les problèmes aux abords des aires protégées. C'est illustré, je trouve, symboliquement par deux événements récents. En 2016, l'ONG Survival International porte plainte contre le WWF auprès de l'Union européenne pour maltraitance des populations humaines dans différentes zones d'Afrique centrale, et notamment au sud-est Cameroun. Et l'année dernière, en 2020, Guillaume Blanc a publié un livre extrêmement intéressant, L'invention du colonialisme vert, qui a l'avantage d'avoir plusieurs niveaux de lecture, avec à la fois un accès largement grand public, mais aussi dont on peut pousser la lecture de manière plus approfondie, et qui est, à mon sens, le seul ouvrage existant aujourd'hui autant accessible, permettant de remettre profondément en question le cœur des stratégies de conservation. Donc, il faut garder un regard critique comme sur tout ouvrage, mais je vous conseille vivement. Donc ce mouvement de contestation est plutôt un mouvement d'ampleur qui va s'opposer non pas à la conservation en elle-même, non pas au fait qu'il y ait une crise de la biodiversité, mais à la manière dont elle est menée. Les grands singes dans tout ça, donc si on s'intéresse à la conservation des forêts tropicales, les grands singes sont des espèces intéressantes, puisque tous les grands singes vivent en forêt tropicale. Ce sont aussi des espèces parapluies, des espèces clés de voûte du point de vue écologique, c'est-à-dire qu'en protégeant les grands singes, on protège de nombreuses autres espèces animales et végétales. Donc c'est pour ça qu'ils sont mis en avant. Et enfin, en tant qu'espèces phylogénétiquement très proches des humains, de nous, ce sont des espèces emblématiques, comme beaucoup de grands mammifères, mais peut-être encore plus, étant donné cette proximité entre humains et grands singes. Pour rappel, on a 3 genres de grands singes, les orang-outans avec 3 espèces qui vivent en Asie du Sud-Est, les gorilles avec deux espèces principales qui vivent, enfin 2 espèces qui vivent en Afrique centrale, et les chimpanzés et bonobos, le genre Pan, les chimpanzés vivant de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, et les bonobos que en République démocratique du Congo. Et donc moi, vous allez voir que je m'intéresse depuis une dizaine d'années aux interactions entre bonobos, habitat et humains. Donc je vais un peu vous détailler des choses plus tard sur ces questions de conservation des bonobos. Donc voilà la carte de l'aire de répartition que je vous ai donnée juste précédemment. Les bonobos ne sont qu'en RDC. Toutes ces espèces de grands singes sont en danger sur la liste rouge de l'UICN, donc soit en danger critique d'extinction. Les orang-outans de Bornéo notamment sont très connus par rapport aux menaces liées aux palmiers à huile et à la déforestation pour la conversion du sol, donc aux coupes rases qui ensuite servent à planter des palmiers à huile. C'est énorme, hein, à Bornéo, c'est de l'ordre de mémoire 80% de forêt en moins en 50 ans, quelque chose comme ça. À l'inverse, en Afrique centrale, une des espèces très connues pour les questions de conservation, c'est les gorilles de montagne, dont il restait quelques centaines d'individus il y a une vingtaine d'années, 800 individus il y a 10 ans, et aujourd'hui on est à 1000 individus. Les gorilles de montagne, donc, qui sont dans les Virunga, aussi en Ouganda, au Rwanda, qui sont un exemple pour montrer que la conservation fonctionne et qu'on peut augmenter la population de ces espèces-là. Mais à quel prix? Puisqu'ici, les gorilles de montagne sont dans une zone extrêmement militarisée pour les conflits liés aux ressources minières, là où il y a du coltan par exemple, et donc ça pose de gros problèmes. C'est une zone extrêmement militarisée pour la conservation. Encore la semaine dernière, il y a eu plusieurs éco-gardes du parc national des Virunga qui ont été tués par des braconniers. Voilà, donc il ne faut pas oublier ces questions non plus de militarisation. Oui, la population de gorilles de montagne augmente, mais c'est une zone extrêmement déstabilisée, notamment pour l'exploitation des ressources minières. Comment se passe la conservation des grands singes? On peut penser à 3 grandes modalités. Évidemment, la conservation en milieu naturel, donc, qui a plein de formes différentes, qui peut aller du parc national avec de très fortes contraintes d'accès et une faible implication ou une absence même d'implication des populations locales, à la conservation communautaire, qui en théorie a moins de contraintes d'accès et plus d'implication des populations locales. Mais il ne faut pas oublier aussi le sanctuaire, les sanctuaires, où là on récupère des orphelins issus du commerce illégal qui sont vendus normalement comme animaux de compagnie, on les récupère pour leur offrir une autre vie avec bien souvent une éducation, un élevage par des mères de substitution humaines. Ils vivent souvent semi-liberté, soit dans des très grands enclos, soit dans des espaces naturellement végétalisés mais clôturés. Et de temps en temps relâchés en milieu naturel, mais ça pose quand même pas mal de questions. En tout cas, pour les bonobos, il y a un sanctuaire en RDC, l'Olaya Bonobo, qui est très connu et pour lequel il y a la plupart des informations
documentaires médiatiques autour des bonobos, il y en a beaucoup qui sont issus de ce sanctuaire, donc ils ont un poids très important sur la médiatisation et la sensibilisation du grand public. Les parcs animaliers, donc il n'y a plus de capture en milieu naturel aujourd'hui. Il y a une gestion de la population au niveau européen, notamment, avec les programmes d'élevage européens, pour s'assurer d'une bonne diversité génétique et favoriser des accouplements entre mâles-femelles de différentes institutions pour entretenir cette diversité génétique. Pourquoi je parle des sanctuaires des parcs animaliers? Enfin, comme pour les sanctuaires, les parcs animaliers ont un rôle extrêmement important sur la sensibilisation et l'éducation du grand public à ces questions de conservation. Donc, si on pense à cette question de forêt vierge, de mythe ou de réalité et de place des populations humaines dans la conservation des grands singes en Afrique centrale, les parcs animaliers et les sanctuaires ont un rôle à jouer aussi pour transmettre d'autres messages que ceux bien souvent encore transmis. Dans mes recherches, vous allez voir que moi je m'intéresse essentiellement à cette question de conservation communautaire, au lieu de m'intéresser en fait aux parcs nationaux et aux aspects plutôt violents de la conservation, j'essaye de voir à travers des exemples de conservation communautaire comment on peut penser la conservation autrement et comment ça nous aide à mieux critiquer la conservation classique. Mais c'est quoi la conservation communautaire? Alors d'abord, depuis le traité de la Convention sur la diversité biologique, les populations locales ont une place de plus en plus importante dans les traités internationaux. La conservation communautaire est définie en 2010 par l'UICN comme une aire culturelle ou naturelle qui est volontairement qui a des valeurs importantes de biodiversité, écologique ou culturelle, et surtout qui est volontairement protégée par des populations locales, soit par des moyens coutumiers ou par n'importe quel autre moyen que ce soit. Donc ici, dans cette définition, le cœur de la définition, c'est que c'est volontairement protégé par les populations locales, par n'importe quel moyen que ce soit. D'autres définitions de la conservation communautaire s'attachent plutôt à l'aspect économique. On est dans une conservation communautaire à partir du moment où les communautés locales ont un retour économique aux efforts entre guillemets qu'ils ont consentis pour permettre la conservation. Pour Serge Bahuchet, dans les années 2000, tous les projets de conservation communautaire en Afrique centrale sont à l'initiative des Occidentaux, pour bien montrer en fait que c'est toujours un processus top-down, du haut vers le bas. C'est encore à peu près vrai aujourd'hui, mais moi je vais vous présenter justement le cas d'étude que je vais vous présenter et justement un vrai cas d'étude de la base vers le haut, bottom-up, et qui n'est pas à l'initiative des Occidentaux. Mais c'est extrêmement rare. Et la République démocratique du Congo est le pays d'Afrique centrale qui était considéré il y a 10 ans comme ayant le plus d'initiatives de conservation, avec une importance en termes de biodiversité de ce pays à l'échelle internationale. La République démocratique du Congo, comme je vous l'ai dit, est aussi le seul pays qui abrite des bonobos. Donc c'est un pays immense, 2,3 millions de kilomètres carrés, ça fait à peu près 5 fois la France, un peu moins. Il y a 77 millions d'habitants. 2 tiers du pays sont couverts de forêts tropicales, c'est le massif forestier du bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical au monde. Et c'est un hotspot de biodiversité, notamment de mammifères. Et donc les bonobos ne vivent que dans ce pays pour des questions de barrières géographiques, le fleuve Congo et d'autres rivières. En République démocratique du Congo, juridiquement, là, il y a 3 types de forêts. Les forêts classées, les forêts de production permanente et les forêts privées. Toutes les aires protégées sont des forêts classées. En 2014, c'était à peu près 11% du territoire. Aujourd'hui, on doit être à 12 ou 13. Et on a 3 statuts principaux d'aires protégées, le parc national, le domaine de chasse et la réserve. Donc, parc national, domaine de chasse ou réserve est forcément une forêt classée. Dès qu'une forêt est une forêt classée, elle est gérée par un organisme public qui s'appelle l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN, qui est donc l'institut national qui permet de gérer les espaces protégés et toutes les forêts classées. On a des problèmes de gestion avec notamment de nombreux ce qu'on appelle paper parks, donc des parcs de papier, c'est-à-dire des parcs dont les limites et les règles sont fixées sur le papier mais ne sont pas appliquées ou effectives sur le terrain. 3 exemples aujourd'hui, très rapides avant de passer au cas d'étude détaillé. Les aires protégées en RDC, vous voyez sur cette carte, donc c'est une carte de 2014. En gris foncé, vous avez l'aire de répartition des bonobos pour info. En rouge, les parcs nationaux. En beige, les réserves. Et en marron, les domaines de chasse. Premier exemple, le parc national des Virunga. J'en ai rapidement parlé dans l'aperçu historique. Premier parc national d'Afrique. Conflit avec les populations locales dès le départ, donc en 1925, et toujours aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment la conservation classique. On a exclu les populations locales, on militarise la zone pour protéger les gorilles et d'autres richesses de biodiversité.
Deuxième exemple, qui est la réserve de Teina, à proximité du parc des Virunga, qui est considéré comme étant un processus de décision locale sur le modèle Manen Biosphere et qui a été considéré jusqu'à il y a récemment comme un modèle pour la conservation communautaire en RDC. Ça a été créé au début des années 2000. Donc c'est bien une forêt classée, mais l'ICCN a fait une délégation de gestion aux populations locales pour la gestion. Donc à tout moment, l'ICCN peut récupérer la main, mais sur le papier, c'est quand même les populations locales qui sont censées gérer cet espace protégé. En creusant ça, il y a une thèse très intéressante de Viganza en 2011 qui analyse entre autres cette nouvelle aire protégée. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est pas du tout un processus bottom-up, c'est pas du tout à l'initiative locale. C'est un scientifique occidental qui s'intéresse aux gorilles à la fin des années 90 qui vient pour essayer de convaincre les chefs de terre locaux de mettre en place de la conservation communautaire et qui s'appuie notamment sur l'influence politique, économique et financière d'Indian Fossé Gorilla Foundation International, donc une grosse ONG internationale de conservation des gorilles. Donc sur le papier, c'est le modèle de conservation communautaire, mais quand on creuse, on est encore dans un processus classique, comme disait Bahuché en 2000, que c'est à l'initiative des Occidentaux. Troisième, à l'initiative des Occidentaux, pardon, mais géré sur le papier par les populations locales, en théorie. Troisième exemple, un exemple intermédiaire, la réserve scientifique de Luo. Donc là, on est au cœur de l'aire de répartition des bonobos, près du site d'études de Wamba, le premier site d'études mis en place pour les bonobos dans les années 70 par les Japonais. Et c'est un endroit où les populations riveraines humaines ne consomment pas les bonobos. Mais au cours des années 80, les scientifiques se sont rendus compte qu'il y avait une sorte d'érosion de l'interdit alimentaire et qu'il y avait des changements. Donc, il fallait probablement mettre en place de la conservation pour les bonobos et pour la forêt. Et donc, ils n'ont pas voulu faire quelque chose de pénalisant pour les populations humaines. Ils ont fait une réserve scientifique qui a été pensée pour les populations locales. Mais elle n'a pas été pensée par les populations locales. Et cette distinction est extrêmement importante. Penser pour ou penser par, c'est extrêmement différent. Donc, à partir de ces trois exemples, vous voyez, j'ai remis la carte des aires protégées à droite. Là, par rapport à la répartition des bonobos, on va avoir des contextes assez différents. Il y a des endroits où il n'y a aucune aire protégée, d'autres où il y a un parc national, ou une domaine de chasse ou une réserve. Mais vous voyez à gauche une autre carte avec la même aire de répartition des bonobos de l'exploitation forestière, c'est-à-dire des titres forestiers et des concessions forestières. Et là, c'est extrêmement variable sur la répartition des bonobos. Donc au final, quand on croise ces deux premières données entre aires protégées et exploitation forestière, il y a une diversité de situations très importante sur la répartition des bonobos. Et cette diversité de situations va affecter la manière dont on pense la conservation. Au cœur d'un parc national ou à proximité ou au cœur d'une concession forestière où il n'y a pas d'aire protégée, on ne va pas du tout envisager les choses de la même manière. Et les conflits potentiellement engendrés ne seront pas forcément non plus les mêmes. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre ces questions entre humains, bonobos et stratégies de conservation. Les stratégies de conservation, quelque chose qui est à la base, c'est quel est l'impact des activités humaines, puisque on considère de manière générale que parmi les grandes menaces, enfin la grande menace, c'est l'humain par ses activités en fait, que ce soit déforestation, braconnage ou maladie, etc. Mais pour les bonobos, quel est l'impact des activités humaines sur la présence des bonobos? Dans le parc national de la Salonga, en 2006, des auteurs montrent que plus il y a d'humains, moins il y a de probabilité de présence des bonobos. Donc ça conforte la conception classique, les bonobos vont éviter les humains. Mais 2 ans plus tard, dans le même parc national de la Salonga, d'autres auteurs montrent que non. En fait, on a une des densités de bonobos les plus fortes à proximité d'un des villages qui a refusé d'être exclu, donc qui est resté malgré tout dans le parc. Ce sont un village de l'ethnie Yaelima qui respecte un interdit alimentaire sur les bonobos. Et à proximité de ce village, on a une des plus fortes densités de bonobos. Donc ça montre que activité humaine n'est pas forcément synonyme de absence de bonobos, ou en tout cas de faible probabilité de présence des bonobos. À l'échelle de l'aire de répartition des bonobos maintenant, en 2013, des auteurs ont fait une modélisation en testant différents facteurs, et c'est la fragmentation et la proximité humaine qui avaient un impact négatif sur la probabilité de présence des bonobos. Là encore, ça renforce la conception générale. Plus il y a d'humains ou plus on est proche des humains, donc autrement dit, plus c'est fragmenté, plus moins il y a de bonobos. Mais ce modèle ne fonctionne pas dans la partie ouest de l'aire de répartition des bonobos, montrant que, c'est souvent vrai d'ailleurs pour beaucoup de modèles, qu'un modèle général ne s'applique pas forcément
de la même manière à tous les endroits localement. Ça reste intéressant pour avoir une conception générale, mais le général ne veut pas dire que tous les endroits spécifiques convergent et sont concordants avec le discours, enfin en tout cas avec le modèle général. Et moi, c'est justement à l'ouest de l'aire de répartition des bonobos que je travaille. Donc ceci montre qu'il y a des variations de l'influence des activités humaines en fonction des contextes. D'où l'importance d'étudier finement pour chaque contexte de ce que moi j'appelle le socio-écosystème, ce que j'utilise comme étant le socio-écosystème, c'est-à-dire le socio-écosystème, c'est un écosystème dans lequel on considère les humains avec leur histoire, leur pratique, leur savoir, et donc de considérer vraiment un endroit à une échelle fine dans le temps, dans l'espace, pour bien comprendre l'ensemble de ces interactions. L'ouest de l'aire de répartition des bonobos, et notamment c'est le territoire de Bonobo, donc c'est là où je travaille depuis une dizaine d'années, un peu plus. Vous voyez sur la flèche jaune sur la carte en haut à gauche, donc c'est proche de Kinshasa, hein, seulement 300 km, proche du fleuve Congo. Fleuve Congo qui est une voie navigable majeure pour le pays et même pour la région, à la fois pour les marchandises et les humains. Donc évidemment, sur le papier, c'est plutôt quelque chose qui est favorable aux menaces qui pèsent sur les bonobos, parce qu'on est proche d'une très grosse ville qui est Kinshasa, 10 millions d'habitants, accessible via voie fluviale. Et en plus, ce n'est pas la grande forêt du bassin du Congo, on est dans un écotone, un espace de transition. C'est une mosaïque forêt-savane, donc un espace fragmenté, mais en fait, ce n'est pas une fragmentation récente et rapide, hein, mais qui est quand même fragmentée. C'est une mosaïque forêt-savane que vous voyez vue d'avion à droite, avec environ 60% de forêt, 40% de savane. Le contexte humain est également particulier, puisque les populations locales respectent un interdit alimentaire sur les bonobos et ont créé, il y a une vingtaine d'années, l'ONG congolaise Boumontour, que je vais vous détailler après. Donc moi, je mène depuis les années 2010 un projet de long terme avec cette approche socio-écosystémique pour comprendre en fait finement les relations entre humains, grands singes, ici bonobos, et habitats, à la fois pour des questions de conservation et de santé. Donc bien sûr, tout ça à travers une approche largement interdisciplinaire. Quelques photos de bonobos parce qu'on n'en verra plus trop et que c'est aussi une partie de mon travail. Donc, je vous ai dit qu'on s'intéresse aux bonobos, aux humains, à l'habitat. Pour les bonobos, on a habitué avec cette ONG Mouvement Tour une communauté d'une vingtaine de bonobos à la présence humaine. Ça prend 4 à 5 ans pour comprendre leur écologie, leur socialité, leur santé, leurs mouvements spatiaux, etc. Sur le papier, cette théorie est absolument pas propice à la présence des bonobos. C'est fragmenté, proche des humains, proche de Kinshasa, proche du fleuve. Voilà. Mais au cours de ma thèse d'université, entre 2011 et 2014, j'ai mis en place cette analyse du socio-écosystème, montrant qu'au contraire, avec cette approche, la zone était plutôt propice aux bonobos, en considérant une certaine plasticité écologique des bonobos en habitat fragmenté, que les représentations humaines locales envers les bonobos étaient plutôt propices à leur conservation, et qu'en plus, elles étaient à l'initiative d'un projet de conservation communautaire innovant, qui était tout à fait, sur lequel on pouvait espérer de nombreuses choses pour le maintien et le développement de cette population de bonobos. Mais je vais maintenant illustrer rapidement ces 3 points, plasticité, représentation humaine et projet de conservation communautaire, en m'attardant plutôt sur la question de la conservation communautaire. On a récemment publié par exemple un article sur l'utilisation de l'habitat par les bonobos. On a en mosaïque forêt-savane, donc une des questions c'est est-ce que les bonobos utilisent la savane, l'évitent, se réfugient au cœur des poches de forêt? Si vous regardez la carte qui est en bas à droite avec le jaune et les taches rouges, plus c'est rouge, plus les bonobos ont passé du temps dans ces zones-là. Et tout ce qui est en jaune, c'est là où on les a observés. Et vous voyez que donc ils n'utilisent quasiment pas la savane, mais ils n'évitent absolument pas les zones de lisière et sont même plutôt proches des zones de lisière forêt-savane et pas du tout au cœur des forêts. Et à gauche, sur la photo, sur la carte de gauche, les points bleus correspondent aux indices de présence humaine qu'on a relevés en suivant les bonobos. Et vous voyez qu'ils sont relativement nombreux et évidemment chevauchant avec là où sont les bonobos, puisqu'on les a relevés en suivant les bonobos. Mais ceci montre, de manière un peu ici simpliste, hein, mais on a d'autres éléments pour le dire, cette plasticité écologique des bonobos. Oui, c'est un habitat fragmenté, mais les bonobos peuvent tout à fait coexister avec les populations humaines et dans cet habitat fragmenté, sans forcément éviter les lisières, qui peuvent en plus être des ressources alimentaires complémentaires pour cette espèce. Ces populations humaines, ces humains, les activités humaines qu'on a relevées dans la forêt, elles sont variées et nombreuses, puisque les Batékés, c'est l'ethnie majoritaire localement, dépend largement de la forêt pour sa subsistance quotidienne. Pour des champs, donc les champs d'agriculture sur brûlis, qui, je le rappelle, ne sont absolument pas structurellement néfastes pour la forêt, hein, contrairement à ce qui est largement dit, les champs d'agriculture itinérante sur brûlis ne posent pas de problème tant qu'on est dans des densités humaines assez faibles et qu'il y a un temps de jachère respecté. Des activités de chasse, au fusil, au piège, au filet, des activités de pêche,
des activités de cueillette alimentaire, de collecte de matériaux pour du mobilier, des maisons, etc. Donc les Batékés ont une forte dépendance à la forêt, matérielle, mais aussi spirituelle. La forêt est un espace dans lequel on a des jours de restriction, ce qu'on appelle le jour de Mpika. En théorie, d'après la coutume locale, après 3 jours travailler en forêt, le 4e jour, on n'entre pas en forêt. Donc les jours de Mpika, donc tous les 4 jours, disons, le chef de terre dans chaque village, le chef de village, va sonner une cloche particulière pour signifier aux gens qu'il ne faut pas aller en forêt ou au champ aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tout le monde le respecte, loin de là, mais c'est encore, disons, largement dans les esprits et tout le monde le sait à peu près quand c'est Mpika. Et en plus, au cours de mes recherches, j'ai montré qu'au-delà d'un interdit alimentaire, il y avait bien un évitement des rencontres. Localement, le bonobo est en fait considéré comme un humain, un ancien humain ou un humain déchu. C'était un humain qui avait beaucoup de dettes qui ne pouvait pas les payer. Et c'était un humain très fier. Or, en ne payant pas ses dettes, il allait devenir esclave. Donc, refusant de devenir esclave, il a fui dans la forêt, c'est devenu un bonobo. Et donc, il faut l'éviter, d'après la coutume, il faut vraiment éviter de rencontrer les bonobos parce qu'ils portent malchance. Donc, le rapport entre les Batékés et la forêt n'est pas seulement un rapport matériel, mais aussi, entre guillemets, que la coutume sert de cadre d'utilisation de cet espace. Maintenant, concernant l'ONG Boumontour, que je vais vous présenter un peu en détail, donc tout ce que je vous ai dit avant, hein, c'est vraiment pour essayer de vous amener jusqu'à ce cas d'étude qui est extrêmement particulier. L'ONG Boumontour a 3 grands types d'actions: le développement local, la sensibilisation et la conservation communautaire. Elle a été créée en 1997 par Jean-Christophe Bokika Ngawolo, qui est le pilier vraiment de cette ONG, fils de chef de village, qui est né au village, qui est aujourd'hui un haut magistrat notable au niveau local et national, mais qui a encore de forts liens avec le village, très très régulier. Et cette ONG est créée au départ comme une ONG de développement suite au constat de la raréfaction de certaines espèces animales. C'est dès qu'à partir du début des années 2000 qu'il y a une campagne de sensibilisation pour la protection des bonobos, suite notamment au constat de l'érosion de l'interdit alimentaire sur les bonobos. Ce n'est qu'en 2005, donc pendant 4 ans, ils ont demandé à des partenaires de venir confirmer la présence des bonobos, eux n'étant pas scientifiques. Ce n'est qu'en 2005 que le WWF vient confirmer la présence des bonobos et que c'est même une des densités de bonobos connues les plus élevées. Donc là, gros espoir localement, parce qu'après 4 ans où d'autres acteurs de la conservation se moquaient d'eux, hein, ou les accusaient de vouloir récupérer des financements alors qu'il n'y avait pas de bonobos, un gros espoir, oui, une grosse ONG a bien confirmé qu'il y avait des bonobos, mais vite douché puisque le WWF a rapidement essayé de s'approprier le site et en a fait une sorte de découverte. En 2008, on a les premiers financements extérieurs directs pour cette ONG Boumontour, avec le début de mon application aussi. Et donc, au cours des années 2010, j'ai pu voir et me rendre compte de l'évolution de ce projet et du développement progressif des partenariats. En 2013, il y a eu une étape importante qui était la cartographie, le procès-verbaux des forêts des communautés locales, donc des forêts communautaires, qui jusque-là, il y avait des forêts communautaires, mais qui étaient pas vraiment définies, comme on va le voir après, ou dont les règles n'étaient pas très claires. En 2016, on a le premier groupe d'écotourisme qui est un peu symbolique. Voilà. Et donc tout ça pour arriver jusqu'à aujourd'hui où on est quasiment à la finalisation de la création des forêts des communautés locales par 6 villages dans cette zone. Au cours de mes recherches, j'ai pu montrer qu'il y avait une variabilité avant la cartographie participative dans la délimitation des forêts protégées. Il y avait bien une zone commune à tous, c'était là où travaillaient les pisteurs qui suivaient les bonobos, mais c'était pas très clair en fait. Donc la cartographie participative a permis en 2013 de demander à chaque village de dire, voilà, vous avez voulu donner une forêt pour les bonobos, mais c'est quoi les limites? La variabilité des règles était en forêt protégée aussi, ça je l'ai mis en évidence, qu'il y avait 2 types de discours au début des années 2010. Un discours de protection totale, plutôt pour les personnes travaillant proches du WWF, et un discours avec plutôt une protection partielle, disant non, il y a des choses qu'on peut faire dans les forêts protégées tant que ça ne dérange pas les bonobos. Et c'est encore en 2013 qu'il y a eu des procès-verbaux qui ont permis un peu de fixer ces règles. Ce qui compte avec cet aperçu historique, c'est que c'est un processus progressif. Il commence en 2001 à s'intéresser à la conservation communautaire des bonobos. Aujourd'hui, en 2021, 20 ans plus tard, les forêts des communautés locales sont presque créées, pas encore tout à fait, mais presque, après un processus de presque 10 ans, mais qui n'est pas imposé, qui est à la demande des populations locales. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Vous avez sur cette carte à gauche en gris-noir là, le fleuve Congo. Chaque point gris, c'est un village ou une petite ferme. Donc une petite ferme, c'est deux, trois familles. Un village, c'est entre 500 habitants et 10 000 habitants.
Et chaque liseré gris, c'est la délimitation des forêts communautaires. En vert foncé, c'est des forêts, en vert clair, c'est des savanes. Et donc, ce que j'ai mis en évidence aussi dans mes recherches, c'est que au sein de ces forêts, dans les procès-verbaux, on voyait bien qu'il y avait des activités clairement interdites. Par exemple, les champs, la chasse, la pêche avec le poison qui donc empoisonne l'eau, l'exploitation forestière, des activités autorisées, notamment de cueillette, mais des activités qui n'avaient pas de statut. Parce que, m'ont dit plusieurs personnes, bah, on ne sait pas trop si on pense que ça ne dérange pas les bonobos, mais on n'est pas sûr, et en même temps, on en a vraiment besoin. Donc, on ne veut pas les mettre en activité ni autorisée ni interdite, on verra. Mais par contre, il y a une phrase qui dit que les activités humaines ne doivent pas perturber les bonobos et le suivi des bonobos. Il y a eu de nombreuses étapes. Hein. Donc moi, je suis ça depuis les années 2010, c'est toujours pas fini. De nombreuses étapes juridiques, administratives, et donc ils ont presque terminé, mais pas tout à fait. Et ce qui m'a intéressé en suivant tout ce processus depuis des années, donc c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est vraiment quasiment unique hein, dans ce projet, c'est qu'il n'y a aucun acteur extérieur qui est intervenu au départ. Au sens international. Bien sûr, le président de l'ONG connaît bien le monde occidental et tout ça, mais il a encore des liens au village et il vient de ce village-là, du premier village impliqué, et il y a toujours sa famille et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce n'est ni l'État, ni un scientifique, ni une grosse ONG, et même au contraire, cette petite ONG est plutôt rentrée en conflit à la fois avec l'État et avec des grosses ONG comme le WWF. Et ça, c'est très rare. Et ce qui m'a intéressé, c'est pendant ces 10 années, enfin pendant les premières années en tout cas, de suivre aussi comment ce projet pouvait changer les représentations qu'avaient les humains de la forêt, des bonobos et de la nature. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça est tout le temps dynamique, les représentations, les savoirs, les pratiques qu'on en fait. Il y a de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas une représentation par une autre, mais tout ça se mélange. Et j'ai pu notamment montrer que le bonobo était à l'origine de création de nouvelles normes, donc d'abord traditionnelles, puisque le bonobo est un ancien humain qui porte malchance, donc ça c'est une sorte de norme, mais de nouvelles normes avec le bonobo comme acteur principal de création de ces nouvelles forêts communautaires. Mais aussi un acteur du point de vue économique, puisqu'on devait l'éviter, il pouvait porter malchance, mais aujourd'hui c'est un moteur de développement espéré, ce qui pose d'ailleurs pas mal de questions de frustration potentielle sur l'aspect économique des projets de conservation. Et enfin, ça a changé aussi les représentations du côté écologique avec une hybridation des savoirs et des discours, mélangeant, s'appropriant, adaptant des savoirs de scientifiques, moi y compris, de grosses ONG de conservation, d'ONG locales, d'institutions, avec des savoirs et des représentations plus locales, disons plus traditionnelles. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ce cas d'étude qui me semble extrêmement utile et fertile pour penser la conservation des forêts, la penser autrement et voir comment concrètement les populations locales peuvent être à la manœuvre, bien que ce soit largement difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est aussi difficile parce qu'ils sont petits, ils mettent du temps à être crédibles, à être légitimes. L'ONG Boumantour a mis de 10 à 15 ans à être crédible aux yeux des acteurs internationaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé ensemble avec d'autres ONG nationales d'Afrique centrale, locales, l'Alliance Grand Singe, suite à un constat partagé. On a tous des difficultés d'accès aux sources de financement, on manque parfois de visibilité par rapport à des très gros acteurs de la conservation. Ils ont aussi souvent des difficultés techniques ou logistiques, et donc un programme de l'UICN, du Comité français et du FEFEM, PPI, Programme Petite Initiative, les a incités à inciter 6 ONG qui avaient déjà tous une part de financement par ce moyen-là, à créer une alliance autour de la question de la protection des grands singes. Le but étant de pouvoir promouvoir les échanges, les partages de compétences, s'associer, etc. Et surtout s'associer pour avoir de plus gros financements. Par exemple, il y a des bailleurs qui ne financent rien à moins d'1 million d'euros. Bon, bah, une ONG locale à 1 million d'euros, elle n'est pas crédible. Si c'est une alliance représentant 7 ONG locales de 4 pays différents, avec une thématique commune de la conservation des grands singes, tout de suite, là, ça a plus de poids. Mais aussi du point de vue politique, pour défendre d'autres manières de penser la conservation. Entre une ONG toute seule et 7 ONG qui représentent, encore une fois, des projets dans 4 pays, ça n'a absolument pas la même force. Et donc cette alliance a été créée en 2016. J'ai suivi cette création avec beaucoup d'intérêt. Je continue à suivre leur, leur projet et leur dynamisme. Beaumontour donc fait partie des créateurs de cette alliance. Et par exemple, symboliquement, c'est quand même important. En 2020, cette alliance a été citée dans la motion dédiée à la conservation des grands singes au Congrès mondial de l'UICN comme un exemple à suivre, à répliquer, à adapter, parce qu'elle mettait au cœur les populations locales, puisque c'était les populations humaines
riveraine ou au minimum nationale des pays concernés qui étaient à la manœuvre et non pas les grosses ONG. Et qui en plus, dans plusieurs des cas, ce n'était pas des parcs nationaux, c'était la conservation communautaire et qui avait pour but vraiment d'intégrer qui était pensé, disons, par les populations humaines. Donc c'est pour moi une sorte d'espoir et de quelque chose qui est aussi extrêmement intéressant à suivre du point de vue de l'anthropologie et de la conservation, pour voir comment ces aspects-là vont être vraiment développés, parce que c'est pas non plus facile pour eux de bien se développer vis-à-vis des gros acteurs, quoi. Donc finalement, sur ces questions de conservation des forêts, grands singes, population humaine et Afrique centrale, il y a un échec fréquent de la conservation intégrale, spécialement en Afrique centrale, des difficultés dans la gouvernance des aires intégralement protégées. Le parc national de la Salonga, par exemple, sur l'aire de répartition des bonobos, c'est 36 000 km², donc 600 km sur 600 km de forêt, avec quasiment pas d'infrastructures et de routes, très peu de moyens pour protéger cet espace, si on se place dans une optique conservation intégrale, et avec en plus l'expulsion des populations locales. Donc, en tout cas de la plupart, ça fait un espace un peu vide qui est en proie au braconnage commercial, enfin pas industriel, mais commercial au sens arme de guerre. On tire surtout pour le commerce, non pas pour la subsistance, mais vraiment pour le commerce national et international. En réaction à cette conservation classique, de nombreux projets se proclament de la conservation communautaire, mais en fait, il y a une très grande diversité de situations. Entre une conservation communautaire qui est basée sur des considérations économiques où il y a une sorte de rétribution des populations locales, ça n'a absolument rien à voir avec de la conservation communautaire telle que je vous l'ai présentée avec Mbou-Montour, où les populations locales sont à la manœuvre, ou en tout cas essayent de l'être, sur les processus de décision et la gouvernance. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique centrale, il y a une variabilité des législations en fonction des pays, donc ça va pouvoir promouvoir ou au contraire freiner euh, comment les populations locales humaines vont pouvoir être intégrées à la gouvernance et à la décision des conservations, des projets de conservation. Et donc, plus généralement, ça pose la question de la place pour les projets portés par la société civile. Et c'est assez complexe. Pour ça, le rôle de l'Alliance Grand Singe me semble vraiment intéressant à suivre et à soutenir, parce qu'au moins, il y a un essai d'une autre forme de conservation. Et donc, ces questions qui m'intéressent particulièrement, pour essayer de mieux y répondre, j'ai créé il y a 2 ans un groupe de travail sur la conservation communautaire des primates, en lien avec la Société francophone de primatologie, vraiment pour essayer de regarder au niveau international qu'est-ce qui est dit sur la conservation communautaire, comment elle est pratiquée quand ça concerne les primates, et qu'est-ce que ça nous dit sur d'autres manières de penser la conservation. Donc voilà, pour conclure, la conservation classique fait toujours une exclusion des terres, des ressources, de la gouvernance. Et donc ça, c'est pas nouveau. J'ai essayé de vous montrer que c'était depuis le début de la conservation internationale, donc depuis la fin du 19e siècle, toujours aujourd'hui, malgré des discours, des discours de grosses ONG très internationaux qui cherchent à mettre en avant les populations locales. Il y a encore un énorme décalage entre discours, rapports et pratiques de terrain. On est toujours largement dans une vision occidentale d'un rapport à la nature qui est à la base de la conservation. Cette idée de sauvage, cette idée d'un territoire pour la nature sauvage et d'un territoire pour les hommes. Or, ce rapport n'est absolument pas universel. En s'intéressant aux grands singes, ça permet de voir les enjeux qu'ils cristallisent et donc de prendre des cas concrets pour la conservation en Afrique centrale. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en vous illustrant ces réflexions avec le cas d'étude de Mbou-Montour, qui est vraiment unique sur cette question de bottom-up. Vraiment, ils partent de la base, ils défendent quelque chose réellement et ils cherchent à montrer comment ils sont une alternative à la conservation classique, sans remettre en cause le fait qu'il faut protéger les bonobos, mais qu'il ne faut pas les protéger comme ils sont protégés en réserve intégrale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous mes collaborateurs, qu'ils soient scientifiques, euh, collaborateurs locaux en République démocratique du Congo notamment, qu'ils soient à Kinshasa au village, l'ensemble des étudiants avec qui j'ai pu travailler. Et je vous remercie donc pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, Victor. Du coup, elle questionne bien notre vision de la conservation en Afrique, et en particulier celle des grands singes. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous, on va commencer par une première question, si vous voulez. Donc, tu parlais tout à l'heure, donc les communautés locales exercent donc une pression de chasse sur les écosystèmes pour subvenir à leurs besoins. Mais du coup, comment ça se passe en fait pour les communautés qui sont à l'initiative de Mbou-Montour?
parce qu'il y a un interdit pour le bonobo, mais du coup, pour les autres espèces, est-ce qu'il y a une forte pression? Alors, donc effectivement, il y a de la chasse, c'est surtout de la chasse de subsistance, hein. Même si on est proche du fleuve et de Kinshasa, on est un peu dans ce qu'on pourrait appeler des forêts vides au sens écologique. C'est des petites forêts, enfin, c'est des poches de forêt qui font 40 km², qui sont ou plus petits, qui sont plus ou moins reliés. Donc, on n'est pas du tout dans une biodiversité comme on pourrait voir au cœur de la forêt centrale du bassin du Congo. C'est un premier élément de réponse pour dire que voilà, il y a pas énormément il y a des bonobos, ok, mais voilà. Et après, donc c'est une chasse de subsistance, qui veut dire que c'est essentiellement une chasse où quand il y a une prise, il n'y a pas de commerce au niveau même régional, hein. C'est le chasseur qui va manger et qui va vendre à ses voisins dans le village. Donc c'est pas du tout pareil qu'une chasse commerciale en termes de prélèvement. Mais évidemment, c'est aussi comme ça parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de gibier. Donc pour les autres espèces, pour répondre plus concrètement à la question, il y a d'autres espèces de primates non humains que les bonobos, mais c'est essentiellement des sarcopithèques ascagnes qui sont chassés, mais en fait, on n'a pas, dans les éléments qu'on a, ça n'a pas l'air d'être une grosse diminution. Et après, sinon, c'est essentiellement des céphalophes, donc enfin, céphalophes au sens large, hein, je compte dedans des tragelaphus, hein, toutes les antilopes de forêt savane, il y en a de mémoire 7 ou 8 espèces dans la zone. Ah, désolé, mes enfants sont pas contents. Euh, donc voilà, et les céphalophes, en fait, c'est bien montré que ça résiste relativement bien aux pressions de chasse, pas pour toutes, mais pour pas mal. En tout cas, ça, il y en a encore plein. Et sinon, c'est des potamochères où là aussi, c'est quand même des espèces assez prolifiques. Donc, je connais pas, je suis pas du tout un naturaliste au sens, je pourrais pas vous dire pour d'autres espèces animales qui pourraient être tout aussi menacées du point de vue de la biodiversité. Mais voilà, donc les interdits alimentaires, après, c'est pas que sur les bonobos. Pareil, mais il y en a, c'est comme pour les bonobos, c'est-à-dire que ça s'érode, hein, ça, c'est un peu partout, hein. Par exemple, le python, les femmes n'ont pas le droit de manger de python, traditionnellement, parce que encore plus si elles sont enceintes. Mais aujourd'hui, elles commencent à manger le python. La vipère du Gabon, enfin la très grosse vipère, la bitis, je crois, euh, normalement personne l'a mangée avant, et des gens commencent à la manger. Donc il y a quand même tout un truc comme ça autour de la pression de chasse. Mais c'est une très bonne question, et c'est aussi un des rôles de Mouvement Tour. Ils le font, hein, ils font des relevés tous les 4-5 ans, disons, sur transects pour voir un peu l'état global de la faune. Mais c'est toujours de la faune mammifère, quoi, qui laisse des traces sur les transects. Donc c'est quand même assez biaisé. Merci pour ta réponse. Du coup, il y a eu pas mal de réactions. Donc, je vais prendre la question d'Alain, qui demande si dans l'Alliance Grand Singe, il y a le programme de El Congo d'Alié Djamar. Alors non, parce que tout d'abord, comme je l'ai dit, l'Alliance Grand Singe réunit des organisations issues de la société civile des pays considérés. Or, Aliet Jamar n'est pas congolaise de République du Congo. Et en plus, c'est un sanctuaire et ce n'est pas en milieu naturel. Donc voilà, l'Alliance Grand Singe, c'est vraiment des associations, enfin des ONG qui sont menées par des locaux ou des nationaux, enfin en tout cas pas des Français, pas des Américains, tout ça, et qui sont très actifs dans le milieu naturel. Help Congo est un sanctuaire, donc ça renvoie au tableau les modalités de conservation des grands singes, milieu naturel, sanctuaire et zoo. Merci. Euh, alors, une autre question d'Alex qui dit qu'il a justement une question en rapport avec les sanctuaires, qui pense qu'ils sont tous à l'initiative d'Occidentaux et il voudrait avoir votre regard là-dessus. Très bien. Alors, oui, je pense qu'ils sont tous à l'initiative occidentaux. Ça, je le dis un peu au pif, hein. Enfin, je n'ai pas regardé en détail, mais probablement, en tout cas, ceux que je connais sont plutôt à l'initiative d'occidentaux. Parfois, les États nationaux cherchent à remettre la main dessus aussi. Il peut y avoir un retour, voilà. Euh, les sanctuaires, c'est compliqué pour moi d'en parler. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est un peu. Les points positifs pour moi, c'est qu'ils font un excellent travail nécessaire du point de vue de la sensibilisation du grand public. Ils touchent à la fois beaucoup les gens sur, notamment pour les bonobos, Lolaï Bonobo par exemple, ou Aliet Jamar avec Help, du point de vue médiatique, disons, pas mal de documentaires vont être faits autour de ça.
en gros, si vous prenez des documentaires sur les bonobos, vous avez de très fortes chances que ce soit un documentaire tourné à l'Olaïa Bonobo au sanctuaire. Et en plus, ils font pas mal de sensibilisation sur les écoles, à proximité, je veux dire, dans les pays considérés. Ils font aussi, ça donne la possibilité, donc là je parle pour l'Olaïa Bonobo, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont menées sur ces bonobos du point de vue comportemental en ayant accès à les individus, voilà. Donc tout ça c'est super. Mais d'un autre côté, ils entretiennent largement cette vision un peu fantasmé quoi aussi. C'est-à-dire que dans les sanctuaires, les bonobos sont élevés par des humains ou les grands singes. Et donc, il y a tout ce côté émotionnel. Ah, c'est trop cool, on peut prendre un bébé grand singe dans les bras, mais non, en fait, non, c'est pas sympa. Et c'est parfois contre-productif. Alors, bien sûr, là, c'est des orphelins, donc il faut le faire, ok. Mais la transmission de ces images-là, si elles ne sont pas accompagnées de messages très clairs sur concrètement, ce n'est pas les sanctuaires qui vont sauver les grands singes du point de vue de diversité génétique effective de population. C'est quelques dizaines d'individus par sanctuaire, quoi, disons. Mais par contre, ça a vraiment un rôle majeur sur la... Désolé, je suis un peu loin, mais sur les messages transmis. Et à mon sens, ils sont plutôt, de manière générale, en train d'enfoncer le clou, quoi, plutôt d'entretenir les rapports qu'on a à la nature plutôt que de les questionner. Merci. Donc une autre question de Lauriane cette fois, qui demande si la volonté de protection du bonobo par la population locale est liée à la place du bonobo en tant qu'humain dans leur culture, et aussi est-ce que les bonobos sont territoriaux comme les chimpanzés? Ah ben, j'avais failli vous mettre une diapo sur les différents chimpanzés bonobos. Je me suis dit, c'est pas le sujet, je vais faire court. Donc, alors, pour cette deuxième partie de la question, les bonobos, justement, ne sont pas, enfin, ils ont un domaine vital, mais ils ne sont pas territoriaux au sens où ils ne patrouillent pas à leurs frontières comme le font certaines communautés de chimpanzés, hein, pas forcément toutes. Et surtout, ils acceptent le chevauchement avec d'autres communautés de bonobos. Donc, ce qu'on peut voir chez des bonobos, ce qui est quasiment impossible, très 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 rare chez les chimpanzés, c'est deux communautés différentes, pas deux sous-groupes de la même communauté, deux communautés différentes s'alimenter ensemble sur un même arbre. Voilà. Et la première partie de la question était, pardon, la volonté de protection du bonobo par la population. Alors, pourquoi le point de départ de la volonté de la protection des bonobos localement, c'est vraiment qu'il y a une érosion de l'interdit alimentaire qui s'accompagne plus en plus d'un manque de respect de la coutume. Alors, bien que la coutume, il faut le prendre avec des guillemets, parce que, en gros, la coutume est aussi dynamique. Hein. Quand on dit c'est traditionnel, c'est coutumier, ça ne veut pas dire que ça fait 500 ans que ça existe. Juste un petit mot là-dessus, c'est hyper important. La coutume ou la tradition est en gros dite par les gens de pouvoir, donc plutôt âgés et en général plutôt des hommes. Mais si mon grand-père me dit que la coutume c'est ça, bon ben la coutume c'est ça. Voilà, donc il ne faut pas oublier que même la coutume et la tradition est quand même quelque chose d'assez dynamique. Mais bref, pour dire que notamment Jean-Christophe Bokikan-Gaolo, le président de cette ONG Mboumontour, qui est très attaché à la coutume au sens large des Batékés, c'est-à-dire à l'identité des Batékés et à comment ils se définissent, notamment vis-à-vis de cet interdit alimentaire et d'autres, et surtout au respect des chefs coutumiers, qui ont un rôle majeur dans la gestion des terres. Hein. En RDC, les terres appartiennent à l'État, mais les chefs coutumiers sont reconnus en délégation de gestion des terres et ont vraiment un rôle avec la reconnaissance des différents clans, de quels sont les territoires des différents clans, des différents des villages et tout ça. Et donc, c'était une sorte d'érosion globale de cette coutume qui a poussé Jean-Christophe Bokika, puis suivi par de plus en plus d'humains localement, à proposer cette conservation du bonobo. Est-ce que c'était parce qu'il était en tant qu'humain? Je ne pense pas, au sens où, comme je l'ai dit, c'était plus une érosion générale de la coutume, mais le fait que c'était un ancien qui le protégeait, que c'est un ancien humain, pour eux, c'est surtout que ça fait écho à, pour nous, occidentaux, ayant le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir, disons, de dire que c'est le bonobo qui est une espèce importante pour la conservation. Et donc, le fait que ce soit une espèce d'intérêt pour la communauté internationale en conservation, voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, à mon avis, c'est plutôt dans ce sens-là. Ok, merci. Donc une question de Sandrine qui demande quel genre de développement est attendu par la population locale et également pour quelles raisons l'ONG Boumontour est entrée en conflit avec le WWF.
Oui, là j'étais un peu vite. Alors, on va aller au plus simple. Qu'est-ce qu'attend en développement la population locale? Euh, c'est pas forcément des projets. Alors, je peux vous dire ce que met en place l'ONG Mouvement depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant, et qu'ils essayent de faire des trucs. C'est des essais-erreurs, hein. Il y a plein de choses qui marchent, d'autres qui marchent pas. Donc, c'est par exemple, comme c'est fait un peu partout en Afrique et que ça marche à peu près pas, c'est de développer l'élevage. Donc ça marche en fait l'élevage, hein, ça peut marcher de petits ruminants, de chèvres et de moutons. Ça marche pour faire de l'épargne, mais ça marche pas pour réduire la pression sur la viande de brousse. Mais c'est déjà pas mal que ça marche pour faire de l'épargne. Ça peut être de développer la pisciculture, qui est déjà un peu mise en place, entre guillemets, traditionnellement, enfin pas traditionnellement, mais je veux dire par une ou deux personnes qui se sont essayées à des trucs, de développer ça, de diversifier les ressources alimentaires dans les champs, de d'accentuer la valorisation, au lieu de vendre les tubercules de manioc, pouvoir vendre la farine de manioc qu'on n'a pas pilée à la main, mais grâce à un moulin communautaire qui permet du coup de vendre de manière beaucoup plus élevée parce que la valorisation est faite sur place. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils attendent globalement? Bah, globalement, les gens, ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir, c'est pas forcément d'avoir des sous, sauf qu'aujourd'hui, c'est d'avoir des sous, puisque les sous permettent d'aller à l'école et de se soigner, en gros. Ou d'avoir un équipement minimum pour être un peu confortable. On peut critiquer la télévision, mais encore plein de gens ont envie d'avoir une télévision chez eux, un groupe électrogène ou une batterie avec de la lumière, enfin, des choses matérielles qui sont extrêmement simples, ou des tôles sur sa maison, par exemple, pour pas avoir à changer le toit de chaume tous les quelques années. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'attendent les gens. En gros, c'est du développement de ce point de vue-là. Et la deuxième question, c'était le conflit, c'est ça, ouais, pour mon tour était. Alors, je ne sais pas si Mboumontour dirait, là c'est moi qui parle, hein, c'est pas Mboumontour qui dit qu'ils sont en conflit. Moi je dis qu'il y a encore un conflit aujourd'hui, mais Mboumontour a toujours appelé à la... Par exemple, ils font très régulièrement des interventions auprès des villageois pour euh, faire de la modération entre les populations locales, les villageois au sens, ils sont à peu près tous membres de l'ONG, mais je veux dire, pas en tant qu'ONG, quoi, en tant que villageois, et le WWF pour calmer les, les esprits, parce que ça fait maintenant quasiment 10 ans que les populations, plusieurs villages menacent le WWF de les expulser. Ils en ont le droit, hein, qui ne pourront plus venir travailler là. Donc la question, c'était pourquoi ils sont en conflit. Ils sont en conflit parce que tout simplement, depuis 2001, Boumantour dit, nous on pense avoir des bonobos, mais on n'est pas sûr, on n'est pas scientifique. En 2005, après pas mal de batailles, après que Boumantour se soit pris pas mal de choses dans la tête par différents acteurs en mode vous êtes des aventuriers, vous voulez des financements, tout ça. En 2005, le WWF vient sur place et confirme la présence des bonobos et les premières études montrent que c'est même à des densités assez importantes. Donc là, tout le monde se dit trop bien, on a un acteur de confiance, une grosse ONG internationale très connue qui a du pouvoir et qui dit qu'il y a bien des bonobos chez nous. Donc tout va aller mieux. Mais non, parce que assez rapidement, le WWF en 2006-2007 communique sur le WWF a découvert une nouvelle population de bonobos à l'ouest de la RDC. Il y a très très peu de mentions qui sont faites de cette ONG locale, au bout de mon tour. Et puis ça continue, et puis le WWF va promettre dans les années 2007-2008 plein de choses. Oui, on va faire ci, oui, on va faire ça. Ils font pas beaucoup de choses, mais finalement ils construisent une base à proximité d'une piste locale, d'une piste d'avion qui était obtenue par de l'élevage intensif, une grosse boîte d'élevage intensif de vaches, bref, une piste d'avion, quoi. Et ils construisent une base avec limite des moulures au plafond, hein, limite, hein, j'y étais dedans, je peux vous dire, il y a limite des moulures au plafond, paumés un peu dans cette zone-là, plutôt loin des villages. Et voilà, donc il y a beaucoup d'argent qui passe là-dedans, mais à côté de ça, les gens, ils voient pas trop ce que ça leur apporte. Donc il y a une sorte de frustration comme ça, et en plus avec une sorte de David contre Goliath, et que Goliath il dit de toute façon vous êtes rien, quoi. Enfin, sans nous vous faites rien. Donc le WWF arrive un peu tout puissant. C'est pas l'institution WWF, hein, ici, c'est les chargés de mission, je sais pas comment ils appellent, ceux qui sont en charge de développer ce projet pour le compte du WWF. Et en plus, ceux qui sont en charge de développer ce projet pour le compte du WWF, finalement, ils changent tous les 2 ans à peu près. Et donc tout le temps, ça change, il faut repartir de zéro, et ceci et cela. Et donc les conflits sont essentiellement en lien avec le manque de reconnaissance au départ du rôle, du poids, que maintenant ça marche plus très bien puisque
ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire sans un bon niveau. On n'a pas votre argent, on n'a pas votre expertise, entre guillemets, depuis 60 ans, et on n'a pas tout ça. Mais par contre, nous, on est chez nous. Enfin, c'est notre territoire, quoi. Donc, on le connaît bien et on a beaucoup plus d'intérêt que vous à le protéger comme on le souhaite. Et après, il y a eu d'autres conflits plus spécifiques, par exemple autour de l'écotourisme. Mboumontour veut le développer depuis le début des années 2000 et le VVF a lancé un développement de l'écotourisme pas en parallèle, avec des trucs plus ou moins cachés, mais en même temps dits, mais en même temps, enfin voilà. Donc globalement, c'est sur la volonté du VVF au départ de mettre la main sur la zone et que Mboumontour n'est qu'un prestataire. Et au sens permet de faire l'intermédiaire entre les communautés locales et la grosse ONG, quoi. Alors que Mboumontour ne se vit pas comme un prestataire du VVF, mais que plutôt que le VVF est un partenaire de Mboumontour et que ce serait Mboumontour qui devrait être à la manœuvre, quel que soit le projet localement. Ou d'autres ONG locales, hein. Voilà, il ne faut pas non plus... Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Alors, une question de Michel Valette qui demande si la volonté de réappropriation des connaissances locales par le VVF ou d'autres grosses ONG est représentative de la dynamique de conservation en Afrique centrale. Alors, au sens de, par exemple, j'imagine le fait de mettre en avant cet interdit alimentaire et de vouloir en faire un argument de conservation basé sur les traditions entre guillemets existantes. J'imagine que c'est en lien avec ça. Est-ce que c'est général en Afrique centrale? Donc clairement, quand c'est possible, c'est vachement mis en avant. C'est-à-dire que quand il y a un endroit où une espèce d'intérêt charismatique pour la conservation n'est pas consommée de manière traditionnelle ou coutumière, ou voilà, il y a un interdit alimentaire, ça va être des arguments qui vont être utilisés par les organismes de conservation. Après, est-ce que c'est général en Afrique centrale? Ça, honnêtement, je n'ai pas suffisamment de recul, moi, pour... Enfin, je veux dire, de recul comparatif pour voir comment les grosses ONG de conservation mobilisent ça. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis à peu près sûr que quand on peut se servir des interdits alimentaires comme un argument de conservation, c'est fait. Voilà, donc je suis désolé, j'ai pas beaucoup plus d'éléments, mais je pense que s'il y en a d'autres qui en ont dans les participants, n'hésitez pas à intervenir. Merci. Alors, une question de Thibaut qui demande si les initiatives véritablement communautaires sont si rares, est-ce que cela ne soulignerait-il pas un manque d'intérêt de communautés locales pour les questions de conservation? Et est-ce que cela ne constitue pas un argument pour la conservation plus violente, ou au moins un panachage de différentes approches? Donc, le premier élément, c'est est-ce que du coup, c'est juste qu'il n'y a pas d'intérêt? Je n'ai pas bien compris le deuxième élément. Est-ce que ça ne Euh, constitue pas un argument pour la conservation violente, c'est ça? ouais, est-ce que le manque d'intérêt des communautés locales ne constituerait pas un argument pour la conservation plus violente? Alors, ce qui est sûr, c'est que la conservation communautaire qui est étudiée depuis 20-30 ans, qui est mise en avant, enfin, c'est pas nouveau, hein, tout ce que j'ai dit. Je veux dire, il y a des gens, moi je suis pas un grand spécialiste de ça, il y a des gens qui ont fait leur carrière sur ces questions d'intégration, conservation et développement du point de vue des sciences sociales. Voilà. Donc il y a beaucoup de recherches et de débats autour de ces questions, et ça fait quand même maintenant assez longtemps que la grosse critique qui est faite de la conservation communautaire, c'est dans sa définition plutôt économique d'intégration, conservation et développement, c'est qu'on cherche à atteindre des objectifs qui ne sont pas atteignables ensemble, et que du coup, on échoue dans les deux. On n'arrive pas vraiment à faire du développement, on n'arrive pas à faire vraiment de la conservation. Donc, il y a clairement, en tout cas au sein de ce qu'on pourrait appeler les conservationnistes au sens large, une certaine méfiance ou un certain questionnement, mais probablement à raison en fonction des grilles de lecture qu'on a, hein, je veux dire, voilà, de l'efficacité de la conservation communautaire. Donc ça, sur la deuxième partie. Pour la première partie, je ne crois pas que ce soit forcément un manque d'intérêt pour les questions de conservation, et c'est encore le fait que les populations, que ce soit très rare, ces initiatives réellement bottom-up. D'abord, elles sont très variables en fonction des régions du globe, hein. Je pense que je connais très peu ce continent, mais il me semble qu'en Amérique du Sud, par exemple, en Amérique latine, c'est beaucoup plus marqué, avec l'autochtonie qui est vachement plus, disons, un levier, un argumentaire pour les populations humaines qui vont défendre vraiment leur terre au prix de leur vie, hein. Il y a bien souvent des activistes, entre guillemets, autochtones en Amérique du Sud qui vont être assassinés. En Afrique centrale, c'est moins comme ça, mais je pense aussi que c'est parce qu'il y a beaucoup moins
connaissance de ce qui est possible. Enfin, il y a une sorte peut-être d'autocensure, une sorte de moins de, je ne sais pas comment dire, mais peut-être moins de puissance possible d'une communauté locale face aussi à l'appareil d'État, je pense. Et c'est là où les cadres juridiques sont importants. C'est que si l'appareil d'État ne favorise pas la conservation communautaire, évidemment elle peut émerger, mais que ça va être galère. Si l'appareil d'État, via des outils juridiques, la favorise, et ce qui est en train de se passer à peu près, avec des avantages et des inconvénients, mais quand même, c'est en train de se passer à peu près, ça va forcément le favoriser. Et je ne pense pas que les populations locales aient un manque d'intérêt pour la conservation, puisqu'elles sont les premières concernées, puisqu'on parle de leurs ressources quand même. Hein. Et ce qui est dingue, c'est que la conservation classique nous met en tête que on exclut l'usage des ressources, quasiment. Sur le papier, on peut dire qu'on a quand même le droit d'y aller avec des permis, mais concrètement, on exclut les populations humaines riveraines d'un territoire, pas seulement d'un espace, mais de l'usage des ressources qu'elles faisaient de ce territoire, des ressources de subsistance. On ne parle pas là de pillage pour enrichir quelques-uns, on parle de ressources de subsistance. Donc la conservation, on peut aussi la voir comme un système de gestion des ressources qui, de fait, en Afrique centrale, ça fait des milliers d'années qu'il y a des gens et qu'il n'y a pas juste 3 mecs dans un village. Hein. Il y a eu des royaumes, il y a eu des conflits, il y a eu, enfin, voilà, c'est certes une histoire orale, mais qui est extrêmement riche, qui est extrêmement dynamique depuis très très longtemps. Et pourtant, c'est encore une zone d'une des plus fortes biodiversités. Donc, c'est pas juste la présence humaine. Et on peut, enfin, voilà, là, je dévie un peu, pardon, mais je ne crois pas que ce soit un manque d'intérêt. Et c'est plutôt, à mon avis, très rare parce que c'est difficile à mettre en place et que très vite, il va y avoir soit des freins, soit des aspirations. Enfin, on se fait bouffer par des gros, quoi. Comme le VVF a essayé de faire avec l'ONG Beaumontour. Merci. Alors, une autre question d'Anna Bonotel qui nous demande si vous avez, grâce à la création de votre groupe de travail, pris connaissance d'initiatives de conservation communautaire ailleurs dans le monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire, puisque le but de ce groupe de travail, alors là, c'est que les primates, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, parce qu'à un moment, c'est déjà énorme. Là, c'est sur plusieurs années, hein, ça fait 2 ans et on sait que ça va durer longtemps. Il y a une étudiante en Master 2 qui commence son stage là, dans un mois pour ce groupe de travail focalisé Afrique centrale, déjà. Et on a commencé le but, en fait, c'est de faire une sorte de base de données au niveau international qu'on a commencé, enfin, de base de données de fichiers, quoi, disons, qui recense tous les projets de conservation qui se disent communautaires, incluant des primates. Pas tout. Et pour justement faire une comparaison au niveau international en fonction des aires géographiques, des cartes juridiques, des espèces, des types d'aires protégées et de variabilité de cette définition du point de vue des praticiens. Donc, non pas des définitions de l'UICN ou voilà, mais parmi ceux qui la font, la conservation communautaire, enfin, qui disent la faire, comment ils la voient. Et justement, de pouvoir alimenter les théories autour de ça à partir de la pratique qui en est faite. Merci. Alors, une question de Mamadou Badji qui demande donc les concepts de conservation et de protection sont souvent utilisés. Il voudrait connaître la nuance et dans les cas du projet du Mouvement Tour, quelle est l'activité qui est promue? Alors, là, j'ai pas bien fait mes devoirs, j'ai pas révisé. Donc là, j'imagine que vous parlez de la différence entre la conservation, comme je parlais au début, enfin, entre l'idée d'une conservation pour la nature, entre guillemets, elle-même, où il faut rien toucher, et de la protection au sens de l'usage raisonné des ressources. J'imagine que c'est sur ces distinctions qu'on peut faire, qui sont en fait des distinctions d'origine de Muir et Pinchot, hein, dont je parlais fin 19e là, aux États-Unis, dont un prenait, mais je sais plus, je crois que la conservation, à l'époque, hein, fin 19e, c'était la conservation pour la gestion durable des ressources, ça c'était Pinchot, et que Muir, c'est plutôt la protection au sens, la nature pour elle-même, il faut la protéger et rien en faire. Donc si c'est par rapport à ces questions-là, donc la nuance, il me semble que c'est ça, mais j'ai pas bien révisé et donc voilà, je mets à vérifier, à confirmer. Et dans le cadre de votre projet, donc c'est pas mon projet, mais j'imagine de Beaumontour, quelle est l'activité qui est promue? C'est une sorte d'intégration, conservation, développement, donc conservation, développement et gouvernance locale. Il ne faut pas l'oublier, c'est hyper important ce pilier. Moi, je dirais que en tout cas, ce n'est pas une conservation de la nature intégrale pour elle-même sans activité humaine. C'est pas du tout ça qui est promu. C'est plutôt, du coup, effectivement, on a le droit d'utiliser les ressources, mais de manière raisonnée. Et certaines ressources ne sont pas, ou certaines pratiques, pardon, certaines méthodes ne sont pas
réalisables dans certains espaces. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est plutôt de la gestion des ressources au sens large. La forêt pouvant être vue comme une ressource au sens large. Merci. Alors une autre question de JB Doridan qui demande comment les populations locales voient-elles les actions étrangères pour la protection ou gestion des espèces sur leur territoire? Comment les populations locales voient la protection, voient les actions étrangères, c'est ça, des acteurs étrangers? Mais là, c'est en plus une question générale, donc encore une fois, ça va dépendre des aires géographiques, ça va dépendre, même en Afrique centrale, même en RDC, ça va dépendre du contexte fin de l'histoire, de ce que moi je pense être essentiel de l'approche socio-écosystémique, donc bornée dans le temps et dans l'espace. Dans ce que je connais, donc moi j'ai travaillé essentiellement à Mboumontour, mais j'ai aussi travaillé au sud-est Cameroun, par exemple, en lisière du parc national de Lobéké, donc un contexte tout à fait différent. Et donc, bien souvent, les populations locales voient ça d'un mauvais œil, puisque ce sont des organismes étrangers qui vont arriver en général avec beaucoup plus de moyens que eux ils n'ont, c'est-à-dire qu'il y a des jeeps, enfin, voilà, il y a tout un truc où les experts qui viennent, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ils n'ont pas du tout les mêmes salaires que voilà, enfin voilà. Et en plus avec beaucoup de moyens. Et en plus, ils viennent en général plutôt pour annoncer des contraintes, ou en tout cas pour négocier des contraintes d'accès à des ressources ou à des espaces. Le fait que ce soit des étrangers, alors j'ai pas, enfin là je vous dis mon sentiment, mais c'est pas le cœur de mes objets de recherche. Et je pense qu'il y a des gens qui travaillent vraiment sur ces questions d'anthropologie aussi de l'environnement, hein, sur comment les rapports entre population locale et acteurs étrangers. Et à mon sens, il y a probablement aussi peut-être limite une mise en parallèle à faire avec l'intervention de l'État. Parce que, en tout cas pour les pays d'Afrique centrale, on est plutôt méfiant de l'État, parce que l'État, même en RDC, hein, c'est des États qui sont issus de la colonisation, donc l'unité en RDC, elle n'est pas facile à obtenir, l'unité au sens national, quoi, même s'ils ont essayé avec le Lumumba et tout ça, mais quand même, c'est pas évident. Et il y a en plus une méfiance de l'État qui est souvent un peu, bon, je sais pas comment on peut dire, mais un peu un État policier qui va contrôler beaucoup de choses, où les libertés ne sont pas forcément toujours très respectées. Et bien souvent, les acteurs étrangers qui viennent pour la conservation sont en partenariat avec les États. Donc voilà, je ne pense pas qu'il faille voir ça seulement du point de vue de l'étranger vis-à-vis du local ou du national, mais aussi du rôle de l'État là-dedans. Mais je n'ai pas trop en tête des exemples où des populations locales accueilleraient à bras ouverts des acteurs étrangers pour faire de la conservation, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Merci. Il y a encore beaucoup de réactions, donc est-ce que tu souhaites encore prendre une ou deux questions? Oui, et après, par mail, je suis désolé, mais mes enfants, là, ça commence à être un peu chaud, je pense, à gérer pour ma compagne. Je ne sais pas si vous entendez, mais ils commencent à crier de plus en plus. Donc, je vais bientôt aller l'aider. Mais oui, hein, on peut faire encore 5 minutes, une ou deux questions. Je vais essayer de faire des réponses plus courtes. Et puis, surtout, s'il y a d'autres réactions, n'hésitez pas par mail, ou je répondrai avec grand plaisir. Et on peut Alors, prendre, oui, deux questions. Oui. ok. Alors, on a une question de Charles Doumange qui demande si tu peux nous dire quelles sont les relations entre Mboumontour et les communautés locales avec l'ICCN, qui est l'institution gestionnaire des aires protégées en RDC et le champion étatique de la conservation. Et enfin, c'est peut-être beaucoup, je vais peut-être attendre les deux premières questions. Ouais, non, c'est Et bon, je enfin, la lis là dans le chat. ok, Vas-y, d'accord, ça pardon. marche. Vas-y, ouais. Et sur le terrain, Et, les différences entre Teina et Manzano. Alors, merci Charles pour cette question. Effectivement, donc j'ai essayé de le dire très rapidement. J'ai présenté la réserve de Teina dans les 3 exemples hors Mboumontour que j'ai donnés au début, au milieu là, de ma présentation. Donc, c'est une question centrale, ça. Et concrètement, ce que cherche à faire Mboumontour, c'est de ne pas dépendre de l'ICCN. Je l'ai dit rapidement, en RDC, chaque forêt classée, c'est-à-dire n'importe quelle aire protégée, c'est une forêt classée, tombe de fait, enfin pas de fait, de droit, sous la coupe de l'ICCN. Et Mboumontour a justement, à un moment, l'ICCN est venu, parce qu'ils connaissent très bien, il leur envoie des rapports, Mboumontour envoie des rapports régulièrement à l'ICCN, ils connaissent des gens là-bas, ils entretiennent des relations cordiales, parce qu'évidemment, ils sont très respectueux Mboumontour des entités étatiques, hein, ils connaissent aussi très bien le ministère de l'Environnement. Enfin voilà, le but n'est pas de dire l'État fait n'importe quoi. Le but est de dire nous, on propose autre chose et voilà ce qu'on fait. Et ce serait bien que vous nous souteniez. Donc l'ICCN n'a pas en fait la main
puisque ce n'est pas une forêt classée. Et même avec les forêts des communautés locales, qui sont en fait un développement de l'article 22 du Code forestier révisé en 2006 en RDC, du Code forestier de RDC, qui en fait au départ est un code forestier, l'article 22, qui permet d'attribuer à une communauté locale une sorte de concession forestière, de petite concession forestière, c'est-à-dire de dire oui, des communautés locales ont le droit, avant c'était interdit, ont le droit d'exploiter des forêts de leur village pour faire, c'était pensé pour faire de l'exploitation forestière artisanale, sous-entendu valoriser localement, enfin voilà, pas pour faire des trucs avec des machines, mais des grosses machines, mais... Et cet article 22, ça fait à peu près 10 ans qu'il est un peu transformé, enfin, je ne sais pas comment dire, par décret, ou en tout cas utilisé par les acteurs de la conservation pour dire, bah, nous, on veut faire de l'exploitation forestière, mais de la conservation. Et sous la coupe de cet article 22, les forêts ne rentrent pas dans les forêts classées. Donc, normalement, même avec ces décrets et ces arrêtés, tous les trucs juridiques des forêts des communautés locales, l'ICCN n'aura pas à mettre son nez, entre guillemets, dans la gestion de ces espaces. Mais on parle du bonobo. Le bonobo est une des espèces protégées en RDC et c'est aussi l'ICCN qui est en charge des espèces protégées. Mais ce n'est pas en tout cas pour la gouvernance des espaces. Et donc la différence entre Taïna et Mboumontour, la différence majeure, c'est que Taïna est une forêt classée. Parce que c'est une pardon, c'est une, merde, je sais plus, c'est une réserve, je crois. Mais en tout cas, c'est une forêt classée qui a une délégation, l'ICCN fait une délégation de gestion aux communautés locales, mais c'est toujours l'ICCN qui a derrière. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'ICCN peut dire on reprend la main. Et la réserve de Taïna, comme je l'ai dit rapidement, a été à l'initiative d'un scientifique occidental à la fin des années 90, Thomas Butynski, qui étudiait les gorilles et qui s'entendait bien avec les communautés locales, avec les chefs de terre, et qui, en discutant, leur a suggéré de dire bah, ça pourrait être bien, on est au milieu de 3 parcs nationaux, si ça vous intéresse, essayons de monter quelque chose de communautaire, qui a été largement poussé, financé et monté par le Dian Fossey Gorilla Foundation International, dont on ne peut pas dire que c'est plutôt une structure locale. Et donc ça aussi, c'est une différence majeure entre Taïna et Mboumontour. Donc à la fois sur l'aspect juridique, forêt classée à Taïna, donc ICCN, pas Mboumontour, et aussi sur l'histoire de la création, quoi. Enfin sur l'histoire de création du projet. Merci. Donc, on va prendre une dernière question. C'est une question plus sur l'écotourisme. Donc, on présente souvent l'écotourisme comme une solution pour le développement des communautés locales et la protection des grands singes, donc par exemple les gorilles de montagne. Mais est-ce que cette activité peut être pérenne et éthiquement acceptable? Et est-ce qu'on ne risque pas de créer à nouveau un rapport décalé entre touristes, population locale et une dépendance à ce type de revenus dans des pays qui sont pourtant instables politiquement? Bah oui, oui, moi je suis hyper critique sur l'écotourisme, évidemment, comment dire? Alors, l'écotourisme, ce qui est dangereux, c'est qu'on fait croire qu'avec l'écotourisme, on va donner plein de travail et plein de sous aux gens. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ça crée du travail, c'est vrai. Il y a des gens qui ont des sous, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout le monde d'abord. Et c'est aussi un travail particulier. Ça va être un travail de guide, de cuisinier, enfin de service à d'autres gens. Ce qui est particulier en termes de relations humaines aussi, par exemple. Mais c'est vrai aussi que dans le cas des gorilles de montagne notamment, mais à d'autres endroits, enfin en tout cas sur des pays comme l'Ouganda par exemple, qui est un pays relativement stable politiquement, même si on peut critiquer le pouvoir en place, on peut faire ce qu'on veut, mais en tout cas l'Ouganda est un petit pays qui est relativement avec des bonnes infrastructures, il y a du réseau, il y a des routes, enfin du réseau téléphonique j'entends, il y a des routes, on peut arriver avec son sac à dos comme ça, ça marche, des gens le font. En RDC, bon, faut un peu moins le faire quand même, ou alors il faut être assez expérimenté pour le faire je pense. Bref. Donc, il y a aussi en Ouganda, les revenus d'écotourisme sont assez importants dans le PIB national. Mais ça pose cette question effectivement de répartition des richesses et ça pose cette question, comme le dit cette personne, de quel rapport on crée à nouveau. Alors moi, c'est facile, mon boulot, c'est d'aller étudier les bonobos, donc je pourrais dire, bah oui, oui, non, il n'y a que les chercheurs qui devraient aller étudier les bonobos, les touristes, il ne faut pas y aller. Bah oui, moi, je suis d'accord, mais au début, pourquoi j'ai fait ce travail? C'est parce que j'avais envie d'étudier les bonobos. Au tout début, mon envie en tant qu'adolescent et jeune étudiant, c'est vraiment d'étudier les bonobos et d'aller voir des bonobos. Et c'est suite à mes premières expériences que j'ai compris que l'intérêt, ce n'était pas les bonobos en eux-mêmes, c'était la complexité autour des relations humain-bonobo-habitat, quoi.
Donc, je comprends que plein de gens aient envie d'aller voir des grands singes en milieu naturel. C'est tout à fait légitime. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un bon, je sais pas comment dire, mais que les tours opérateurs et que tous les acteurs qui sont investis dans cet écotourisme fassent peut-être plus de travail autour de c'est quoi les conséquences de tout ça. Et donc, oui, on peut le faire, oui, on va le faire, mais attention, et donc encore plus limité. Mais tout ça, on augmente les inégalités. C'est-à-dire que ceux qui ont des sous, ils pourront le faire, ceux qui n'ont pas de sous, ils ne pourront pas le faire, quoi. Clairement, c'est déjà le cas, hein, mais ça pourrait être d'autant plus important. D'autant qu'avec les grands singes, l'écotourisme est aussi un facteur important, et la recherche, hein, ce sont les deux facteurs importants de transmission de maladies. On parle souvent des humains qui peuvent donner des maladies aux grands singes. C'est tout à fait vrai, mais c'est tout à fait vrai et surtout vrai dans les sites de recherche et dans les sites d'écotourisme. C'est en fait beaucoup moins vrai dans les sites normaux, entre guillemets, où il y a des gens qui vivent, qui partagent des habitats avec les grands singes. Parce que la recherche et l'écotourisme, artificiellement, diminue énormément les distances. On en a quelques mètres, hein, 10 mètres. Et dans le cas des gorilles de montagne, ils peuvent être à 7-8 mètres et c'est tous les jours, quoi. Alors, c'est limité à un groupe de gorilles, je crois, est visité pendant maximum 1 heure par un groupe d'humains et par jour, mais tous les jours. Voilà. Donc, oui, l'écotourisme, il faut faire hyper attention, mais j'ai pas de. Et surtout par rapport à Mboumontour, pardon, dernière chose, c'est pas à moi de dire les choses. C'est-à-dire que l'écotourisme est une volonté de Mboumontour depuis 2001. Donc, je vais pas leur dire, les gars, vous déconnez, c'est n'importe quoi. Et au contraire, moi, mais j'essaye juste de faire du conseil comme je peux sur certains aspects. Mais c'est tout à fait légitime de leur point de vue aussi de vouloir faire d'écotourisme. Et c'est pas que pour l'argent, c'est une sorte de fierté aussi. Il y a des gens qui viennent de Paris pour aller dans leur village voir les bonobos, qui est plutôt un village un peu reculé, quoi, où on aurait dit ça à des gens il y a 15 ans, ils auraient dit oui, c'est ça, bien sûr. Ils n'y croyaient absolument pas. Donc c'est aussi l'écotourisme, c'est pas que des sous du point de vue de Mboumontour, là je parle, hein. C'est aussi de montrer voilà ce qu'on fait. Et c'est pas que l'écotourisme de bonobos qui font justement ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est vous venez pas que voir les bonobos, vous venez voir des bonobos que nous on protège et voilà comment on les protège. Voilà. Merci beaucoup pour toutes tes réponses et donc on te remercie encore d'être intervenu ce soir. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et donc on vous remercie tous pour votre présence ce soir. On vous rappelle que demain on fait une table ronde sur la thématique de faut-il exclure l'humain de la nature pour la protéger, avec comme intervenant l'écologue John Thompson, le juriste Olivier Barrière et la directrice de Manène Biosphère Catherine Sibien. Et donc c'est demain à 18h, donc on espère que vous serez nombreuses et nombreux à y participer. Et en vous souhaitant une bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.